ce webinaire important sur comment l'Afrique est affamée et les impacts de l'élevage industriel. Donc, le monde fait face à un tas de différentes crises actuellement. Donc, et donc, toutes ces crises ont une source commune qui est donc le système capitaliste, qui est un système d'accumulation. Aujourd'hui encore, des millions de personnes souffrent de la faim et le système alimentaire échoue à atteindre son objectif principal, qui est d'apporter la sécurité alimentaire. Et cela crée des injustices sociales, économiques, environnementales. Et ce système amène également à des violations des droits humains, d'injustices en termes de genre, des pollutions des sols, des eaux, de l'air et aux émissions de gaz à effet de serre. Les communautés pastoralistes, qui sont vitales pour la souveraineté alimentaire, continuent à être expulsées par donc l'élevage industriel, qui est une des causes du changement climatique et de la perte de biodiversité. Et donc l'élevage industriel est responsable d'environ 20% des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est essentiel donc de travailler sur cela pour faire face aux injustices. En Afrique, ce que nous avons sur l'élevage industriel, ce sont des choses que nous savons déjà un peu. Et donc, ce qu'on sait, c'est que c'est un continent qui développe une production animale et durable. Et donc, la question, c'est quels sont les défis dans ce travail? Les questions. Mais si vous avez aussi ces questions à l'esprit, eh ben, vous êtes au bon endroit aujourd'hui. Parce que ce webinaire va couvrir les impacts de la production non durable animale en Afrique et notamment de l'élevage extensif et de l'élevage intensif. Et nous savons aussi que l'Afrique est en train de devenir un marché pour la viande. Donc, on s'intéressera aussi à cela. Nous avons quatre orateurs et oratrices. Nous aurons euh, aurons, Marianne Basset, Andrea Echeverry, Mohamed Anden et Claire Kenoum. Donc, ces différents orateurs et oratrices vont parler des sujets qu'on a besoin de couvrir aujourd'hui. Donc, voici les personnes que nous allons entendre. Et donc, nous leur donnerons la parole un à un. Et l'idée ici, c'est d'écouter d'abord donc les présentateurs et présentatrices et ensuite on ouvrira l'espace pour les questions et pour les commentaires une fois qu'on aura entendu donc les présentations. Sans attendre plus, je voudrais proposer à Maïmoni Ebrejo de commencer avec sa présentation. Donc, il est défenseur de la justice climatique et il travaille donc au Nigeria et dans la région africaine. Il a travaillé avec différentes organisations euh, environnementales au Nigeria pour plus de 10 ans et il est coordinateur euh, d'un programme pour les Amis de la Terre en Afrique. Il y a aussi différentes casquettes. euh, donc, ce camarade Brejo, la parole est à toi. Merci infiniment d'être ici avec nous. Merci beaucoup, grand frère Kwame.
Merci pour tous les apports cette invitation. Donc, ce webinaire, pour moi, c'est vraiment l'occasion d'ouvrir les yeux parce que c'est un sujet que beaucoup de personnes ne connaissent pas bien et n'ont pas bien étudié avec tous ces sujets qui sont connectés à la production animale. Et donc, l'important, c'est de voir les liens entre le changement climatique et la crise climatique et comment cela affecte les questions liées à l'élevage et à la gestion de l'élevage en Afrique de l'Ouest. Donc, je vais parler depuis une perspective nigériane et une partie des questions que j'ai aussi étudiées, c'est comment les banques de développement contribuent au problème de l'élevage et de la production animale en Afrique. Le Nigeria a une situation très particulière en termes de production animale. Donc, quand j'ai grandi en tant qu'enfant, je me souviens qu'une des choses très importantes pour tout le monde, c'est qu'on voulait tous avoir du bétail. Donc, toutes les familles ont au moins une tête de bétail qu'elles nourrissent et qu'elles élèvent, parfois pour des raisons économiques, donc en tant qu'une partie de leur vie pour assurer le soutien à la famille, à l'alimentation familiale. Et dans la majorité des cas, il s'agit d'animaux qui euh, peuvent être offerts et au bout de 2 ou 3 ans, on peut dire, voilà, c'est le produit qui a été produit. Et donc, l'idée, c'est de multiplier et de pouvoir partager ensuite les animaux avec les personnes qui vous l'ont offert. Et donc, c'est ce qui permet de maintenir les, les liens de solidarité. Donc, beaucoup de familles ont aussi des chèvres. Beaucoup de familles ont des poulets, puis des chèvres. J'essaye de dire cela pour un petit peu vous donner une idée du panorama. Je voudrais juste montrer qu'il y a différents types d'élevage euh, qui sont importants. Et ce qui a créé beaucoup de problèmes pour nous, c'est donc les troupeaux. C'est donc le bétail bovin. Ce qu'on voit, donc, ce qui a créé des problèmes dans beaucoup de parties du Nigeria, c'est des situations où les, les bovins sont alimentés dans des endroits où il y a des problèmes de désertification, de sécheresse. Donc, il y a des gens qui ont des difficultés pour obtenir de l'eau, pour boire ou pour maintenir de la végétation. Et donc, effectivement, dans ces situations-là, euh, ça devient compliqué d'avoir des bovins. Et c'est pourtant dans ces endroits que les bovins ont été introduits. Dans d'autres endroits du Nigeria, on a du bétail dans le nord du Nigeria et on voit que ce bétail a tendance à migrer le nord vers le sud, là où ils peuvent avoir accès à plus de végétation. Et cela a créé des crises pour pour les fermiers.
ces fermiers ne comprennent pas les langages locaux, les dialectes des personnes qui sont dans les endroits où ils arrivent. Donc, cela crée des nouvelles sources de conflits entre les éleveurs pastoralistes de différentes parties du Nigeria. Et dans certains cas, on a vu des communautés où les fermes ont été envahies par le bétail bovin. Et donc, on voit aussi qu'il y a des différences de culture agricole entre le sud et le nord. Et donc, on voit des situations où des cultures sont ravagées par les élevages bovins d'autres endroits. Et ce qui soutient le business du bétail bovin, des équipements sophistiqués comme un moyen de défense. Et aujourd'hui, c'est une source de tension importante au Nigeria qui a créé beaucoup de difficultés pour les fermiers. Donc, on voit des éleveurs pastoraux qui tuent des fermiers pour protéger leur business. Donc, on a une situation où des gens se retrouvent à tuer d'autres personnes du fait des bétails. Donc, maintenant, on se pose la question de donc l'Afrique qui est affamée pour nourrir le monde. Et donc, c'est quoi la connexion ici dans cette question de la production durable de bétail? Donc, on a cette question de comment passer à un élevage durable, donc avec des méthodes durables. Et donc les méthodes actuelles ne sont pas du tout durables puisqu'elles ont créé des conflits, des tensions dans la partie sud du Nigeria. Et cela en soi a rendu le business du bétail un business sale, un business sanglant. Et c'est pas la bonne voie. Donc, pour le Nigeria et le gouvernement du Nigeria, il faut trouver d'autres solutions. Et il y a différentes plaintes qui viennent de différents secteurs avec des crises pour les fermiers. On a notamment entendu parler de l'établissement de ranch à bétail dans le sud. Et donc, il y a des reculs importants avec la colonisation de territoires dans le sud. Et donc, ce sont des régressions terribles. Et si on regarde l'établissement de fermes de bétail dans les communautés locales, c'est lié au problème de meurtre pour le bétail. Et cela crée aussi des problèmes au contrôle frontalier et des problèmes de lutte pour les ressources. Donc, en dehors de ces meurtres, on a aussi vu donc ces disputes pour les ressources. On voit des fermiers donc qui se déplacent vers le sud pour obtenir donc des ressources qui sont dans le sud pour le bétail. Et donc cela crée des difficultés parce que le nombre de terres pour les cultures agricoles se réduisent. Et donc dans d'autres parties du monde, on voit que le bétail est maintenu dans un endroit particulier et nourri dans cet espace-là. Et donc, la production au Nigeria, on voit que ça a créé une situation tout à fait compliquée. Et ce qu'on regarde actuellement, c'est que les personnes qui ont le contrôle sont des hommes très riches qui investissent beaucoup de millions dans ce business. Et comment est-ce qu'ils obtiennent toutes ces ressources?
avec des prêts. Et donc, ce sont des prêts qu'ils ont pris pour investir dans ces business et donc ils veulent assurer que ce sont des business qui sont protégés. Et donc, ils s'en fichent un peu de ce qui est fait. Et donc, ils se disent, il faut faire quoi qu'il arrive pour que ce business soit maintenu. Et donc, les banques donnent ces prêts sans étude de faisabilité très bien faite pour que ces business soient rentables. Donc, ça fait partie des dynamiques qu'on doit étudier depuis nos contextes locaux. Je vais m'arrêter ici et je serai content de répondre aux questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation si claire, hein, et de vraiment nous montrer les spécificités du contexte nigérian. Et nous avons donc bien compris, hein, les différents types de bétail euh, qui existent là-bas, et merci d'avoir souligné, expliqué ces conflits et les impacts que cela a aussi sur le climat. Vous avez mentionné l'implication des banques au travers de différents prêts, ainsi que les grands profits que les propriétaires de ces types d'élevage, hein, arrivent à générer, et les conflits aussi que cela génère. Donc, merci encore. J'espère que nous pourrons vous écouter très bientôt. Notre présentateur suivant sera donc Monsieur Handane, hein, Dr Handane. La parole va être à vous. Merci de nous rejoindre depuis le comité de la coordination des peuples autochtones en Afrique. Monsieur Handane est également donc membre de la branche des langues autochtones de l'UNESCO et directeur du centre d'études sur les peuples autochtones. Donc, merci beaucoup, Monsieur Handain. La parole est à vous. Bonjour, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? OK. Merci beaucoup, mon cher ami Kwame. Merci pour toute l'équipe qui ont préparé ce rendez-vous très, très important, cette réunion très, très importante. C'est la première fois que euh, euh, un sujet sur l'élevage non durable euh, a été pour moi, pour la première fois, de discuter l'élevage non durable. C'est une bonne idée. Donc, voilà, pour la région de l'Afrique du Nord, il y a un rebondissement extraordinaire concernant l'élevage. Nous avons, avant la colonisation, même après la colonisation, jusqu'à 1950-56, nous avons un élevage traditionnel orchestré par les peuples autochtones. Un élevage durable qui respecte la nature, qui respecte la biodiversité, etc. Et qui, qui garantissent également la nourriture de la population. Ça, c'est très important. Donc, il y a en quelque sorte un certain équilibre entre la consommation de la population et le respect de la nature. Mais après, avec la mondialisation, il y a des entreprises. Comme a dit notre ami de Nigeria, il y a des entreprises en collaboration avec les banques multinationales ou internationales qui vont investir sur l'élevage parce que l'élevage maintenant est devenu un commerce extraordinaire à l'échelle mondiale. La raison pour laquelle
l'Afrique, comme vous avez dit, l'Afrique est une source d'alimentation, une source pour nourrir le monde. Alors, euh, ce rebondissement a des impacts très négatifs au niveau de la nature, au niveau de la biodiversité, mais aussi au niveau de la consommation de la population. Je vous donne l'exemple du Maroc. Donc, nous avons euh, l'élevage traditionnel, nous avons la transhumance, le pastoralisme, les gens se contentent de leurs troupeaux et en faisant l'équilibre, comme j'avais dit, entre la nature et la consommation. Mais avec l'introduction de l'agriculture extensive, donc tout cela a été marginalisé. L'élevage traditionnel a été marginalisé. La population, ils ont quitté leur domaine, ils ont quitté les campagnes. Il y a un exode rural extrême entre 1990 et maintenant, jusqu'à maintenant. Et il y a un vide extraordinaire des campagnes. Et cela peut-être se produire dans plusieurs pays africains. Donc, je peux vous donner l'exemple de l'Algérie, je peux vous donner l'exemple de certains pays, par exemple l'Égypte également. Donc, nous avons un exode rural et cet exode rural a des impacts négatifs au niveau de l'élevage durable. Donc, la domination aujourd'hui dans cette région, c'est l'élevage non durable. L'importance maintenant, pour répondre à notre question, quelle alternative devrait être soutenue à la place? Maintenant, avec le changement climatique et ses impacts terribles, non seulement en Afrique, mais partout dans le monde, et avec la prise de conscience de la communauté internationale de l'importance des peuples autochtones et de l'importance des savoirs traditionnels, il y aura peut-être une alternative si on reconnaît les droits des peuples autochtones, ici on essaye de comprendre le discours, de comprendre la vision, parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, de comprendre la vision des peuples autochtones dans le monde. Leur vision entre l'homme, l'être humain et la nature. Il dit les peuples autochtones considèrent la terre comme la terre mère. Donc, c'est tout à fait le contraire avec le capitalisme farouche, le capitalisme qui règne actuellement. Donc, il essaie de reproduire le maximum au détriment de la nature. Donc, pour l'alternative de l'élevage durable, il faut absolument faire appel au savoir traditionnel des peuples autochtones. Nous avons des expériences extraordinaires des peuples autochtones. Je vous donne l'exemple des Mbororo au Tchad, dans l'Afrique centrale également, qui maîtrisent la technique autochtone de l'élevage durable. Ils maîtrisent également la médecine traditionnelle pour guérir l'élevage, le troupeau. Ils ont en quelque sorte une relation intime entre
l'homme et le bétail. Si une vache, bon, chez les Bororos, si une vache va accoucher, va faire son petit, les femmes ne dorment pas. Ils réveillent toute la nuit pour aider la vache à l'accouchement. Ça, ça n'existe pas chez les entreprises, le capitalisme, les entreprises ultramodernes, les entreprises de l'élevage moderne. Ça, c'est très important. Donc, pour moi, il est indispensable de encourager les peuples autochtones de maintenir les savoirs traditionnels. Et maintenant, comme nous avons les cadres législatifs au niveau international, nous avons la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, nous avons le cadre, l'accord de Paris qui insiste sur l'importance des peuples autochtones et des savoirs traditionnels. Nous avons également, et dernièrement, un cadre très important, le cadre mondial de la biodiversité. Ça, c'est une opportunité extraordinaire pour faire rebondir la situation, faire en quelque sorte travailler sur l'alternative de l'élevage durable. Je vous remercie, je suis à votre disposition pour d'autres questions. Merci. Merci beaucoup, docteur Mohamed Handain, pour votre présentation. Nous sommes ravis aussi de voir votre vidéo, de pouvoir vous connaître. Et j'invite également nos autres invités à allumer leur caméra. Et nous sommes vraiment ravis de pouvoir vous voir et merci encore pour vos présentations. Merci encore, Mohamed, pour tout ce que vous avez partagé, pour vos explications et pour nous rappeler que l'élevage traditionnel existait bien avant cette modernité et à quel point il était inclus, intégré dans la nature et la biodiversité. Nous comprenons bien que pour vous, c'est très important de maintenir ces savoirs traditionnels et également de continuer à promouvoir les peuples autochtones et leur manière de faire de l'élevage. Et donc cela est très clair pour nous. Merci encore. Un peu plus tard, nous prendrons des questions du public. Nous allons avant cela écouter notre prochaine intervenante, Claire Kenum. Elle est un acteur clé de la société civile au Togo. Elle est également une défenseuse des droits humains et elle travaille principalement sur les droits économiques, sociaux et culturels avec l'accent mis sur l'éducation, le droit à l'alimentation, le droit aux terres, principalement pour les communautés et les femmes. Elle a fait un travail très distingué en termes des différentes actions qu'elle a mises en place pour les droits humains et est très active dans la lutte contre les violences à l'encontre des femmes et des filles. Elle travaille dans plusieurs organisations. Elle est également secrétaire générale du African Network au Togo pour l'alimentation et les droits. Elle coordonne la plateforme d'évaluation de suivi au Togo également et elle est point focal de la société civile pour la construction de la paix et de l'État au Togo.
ainsi que secrétaire général de l'espace civique et du développement, et donc une plateforme au Togo également. Madame Claire, la parole est à vous. Merci encore d'être ici aujourd'hui. Si vous avez la possibilité également d'allumer votre vidéo, nous serions ravis de pouvoir vous connaître tout en vous écoutant. La parole est à vous. Merci beaucoup de m'avoir ici aujourd'hui. Il faut rappeler qu'en général, ce sont les femmes qui soutiennent la vie dans les communautés. Et elles font cela en plus de toutes leurs activités. Ce sont donc en général les femmes qui prennent soin des animaux, qui prennent soin du bétail. Elles ont plusieurs espèces d'animaux. Et ce sont donc elles qui prennent soin vraiment de la vie dans les communautés, autant des animaux, des enfants, des familles. Elles prennent soin des animaux, elles prennent soin des plantes également, pour donc maintenir ce cycle de la vie dans les communautés. Alors, pardon Claire, est-ce que tu pourrais parler plus près du microphone pour que les interprètes et tout le monde puisse entendre beaucoup mieux? Parfait, voilà. Là, maintenant, ça marche beaucoup mieux. Merci beaucoup, Claire. Voilà, donc ce sont les femmes qui amènent la vie dans les communautés. Ce sont elles qui prennent soin des animaux, également des poissons, et qui vraiment soutiennent cette vie dans les communautés et prennent soin des nécessités de base. Ce sont également elles qui prennent soin des enfants de la communauté. Elles élèvent également les enfants au sein de la nature tout en prenant soin du bétail, des animaux, de la nature, pour donc maintenir ces savoirs et ce cycle de la vie. Malheureusement, ce savoir commence à se perdre. On voit que les personnes ne prennent plus soin de la nature et tout le monde préfère couper les plantes pour l'agriculture et pour l'industrie. Alors, les femmes cherchent maintenant des moyens de pouvoir récupérer la nature, de pouvoir récupérer les plantes qui ont été détruites, car les hommes veulent plus de territoire pour continuer l'exploitation de la terre pour la production en masse. C'est donc un défi très grand pour les femmes de maintenir la vie dans leur communauté. Elles réfléchissent donc à comment faire pour raviver cette vie culturelle, le savoir culturel et également récupérer la biodiversité dans leur communauté pour assurer la continuité de la vie pour les communautés et pour les prochaines générations. Notre travail est donc de voir comment permettre à la nature de continuer de pousser
et de sensibiliser les personnes au respect de la nature. Il en va de même pour l'élevage, pour les animaux. Et cela est un point essentiel pour que les femmes puissent continuer ce travail, qu'elles puissent également récolter les graines et qu'elles puissent assurer cette continuité et puissent assurer que les communautés ne perdent jamais leurs semences, leurs graines, leur savoir. Ce sont donc elles qui soutiennent les savoirs des communautés, qui les nourrissent. Et elles sont celles qui nourrissent la vie. Donc voilà ce que je souhaitais partager. Et merci encore. Merci encore, Madame Claire, pour votre présentation. Et merci encore de nous rappeler que les communautés peuvent vivre en harmonie avec la nature et que la gestion du bétail peut également se faire de manière durable et dans le respect de la culture et de la nature. On voit que dans de nombreuses communautés, il n'y a plus assez de terre. Nous voyons également que la végétation, que les forêts ont été complètement coupées, rasées. Et tout cela donc au profit d'un élevage industriel. Alors, nous prendrons à la fin de ce webinaire les questions s'il y en a. Nous allons maintenant passer à Andrea, puis Kezia, pour qu'elles nous présentent leur cas. Je ne sais pas qui va commencer. Andrea, peut-être? La parole est à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. J'ai beaucoup appris. Donc, merci beaucoup pour les présentations. Je vais parler en espagnol à l'interprétation et je vais juste prendre quelques minutes avant de donner la parole à Kessia. On a une relation très complexe entre les terres, les vies communautaires et les soins à la biodiversité et la question de la durabilité de l'élevage. Donc, il y a eu des modifications indiscutablement depuis des formes qui servent aux communautés à des formes beaucoup plus industrialisées avec l'élevage intensif et les fermes d'élevage. Donc, dans notre campagne Arrêtons de financer l'élevage industriel, on a aussi l'intérêt de comprendre comment ces formes d'élevage affectent la souveraineté et la sécurité alimentaire, en dehors de l'utilisation de la terre, de l'eau, des aliments qui pourraient être utilisés pour les communautés marginalisées, appauvries, les peuples autochtones, les femmes, pour alimenter le bétail. Nous avons identifié que c'est un système assez inefficient qui finalement ne sert à rien pour améliorer la sécurité alimentaire et qu'il a aussi des impacts en matière de genre assez forts. Et donc ici, il y a une configuration qui est à différentes échelles. À l'échelle nationale, comme on a pu entendre sur le Nigeria ou le Maroc. Dans mon cas, dans les Amériques, par exemple, je suis ici en Colombie et on voit aussi ces différents problèmes s'exprimer et se manifester, mais ça se configure aussi dans le cadre des directives internationales et des soutiens internationaux, notamment les banques publiques de développement. Et comme on va l'entendre pendant la présentation de Kezia, donc ces banques ont financé beaucoup des projets avec des effets très inquiétants au niveau local. Donc, une de nos objectifs avec notre campagne, donc arrêtons de financer l'élevage industriel, c'est de dire à ces banques, arrêtez de financer un modèle qui amène à la concentration des terres
et à la pollution et qui n'arrivent pas à alimenter ni l'Afrique ni le monde. Donc, avec cette petite introduction, je voudrais maintenant passer la parole à Kezia, donc parce que c'est elle qui va nous parler plus en profondeur de certains des cas qu'on a pu identifier cette année en Afrique et qu'est-ce qu'on peut faire pour suivre ces cas et pour ensuite faire du plaidoyer à propos de ces situations auprès des grandes banques de développement, euh, notamment pour mettre en avant le travail des éleveurs pastoraux, de l'agroécologie. On voit des travaux très intéressants avec AFSA, notamment aussi des travaux intéressants en Mauritanie. Donc, s'il y a autant d'inquiétudes par rapport à ce qui est financé par les banques, et avec la complicité de ces banques, on voit ce qui se passe en Afrique. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Et je vais maintenant passer la parole à Kessia pour quelques minutes pour qu'on ait ensuite la possibilité de partager et de s'écouter. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup, Andrea. Et merci à toutes les personnes qui sont ici aujourd'hui, les autres personnes qui ont fait des présentations vraiment très intéressantes et avec des détails très, très importants sur les différents contextes dans leur pays et dans différents continents. Donc, comme disait Andrea, excusez-moi, je voudrais donner un peu plus d'informations en donnant quelques exemples dans les quelques minutes à suivre sur les projets que l'on voit soutenus par les banques internationales de développement dans différents pays en Afrique et les dégâts que l'on voit. Et donc, en tant que campagne, arrêtons de financer l'élevage industriel, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir des projets plus durable. Donc, comme disait Andrea aussi, on essaye de comprendre mieux les contextes internationaux et les impacts de ces endroits très, très différents. Et on essaye de développer ces savoirs en partenariat, en même temps qu'on travaille comme une campagne avec des membres. Et donc, on essaye de suivre les financements nuisibles des banques de développement. Très rapidement, de quoi on parle? On parle de ces institutions publiques qui dépensent de l'argent sur des projets agricoles, des projets de développement, des projets d'élevage, et on voit souvent que les bénéfices ne vont pas aux communautés. Les communautés ne sont pas consultées, on leur dit même pas en fait ce qui se passe parfois, avec beaucoup de dégâts environnementaux et sociaux qui ont déjà été mentionnés par les présentateurs et les présentatrices ici. Et donc, une partie de mon travail ici, avec cette campagne qui a un nom un peu long, mais qui dit très bien ce qu'on fait. Donc, une partie de mon travail, c'est de surveiller les nouveaux lancements de projets par les banques et les projets qui sont envisagés par les banques. Et donc, on cherche ces investissements potentiels et on se demande ensuite comment répondre face à ces prêts. Et je voudrais parler de trois exemples différents et ensuite donner des informations sur la façon dont on travaille, dont on répond au projet et la façon dont on veut construire euh, la base de données et faire le plaidoyer au niveau international pour montrer quels sont les dégâts et par ailleurs les alternatives durables. Donc, le premier exemple, c'est le cas de la Zambie. Donc, avec une des plus grosses entreprises d'agrobusiness qui vient d'Afrique du Sud. Donc, c'est un projet qui a commencé en Zambie, mais qui est maintenant aussi au Ghana et en Nigeria, avec du bétail de bovins et maintenant aussi des porcs, des poulets, des œufs et d'autres produits. Et donc, ça a été soutenu par le gouvernement zambien et par une grande banque internationale, l'IFC.
la Corporation financière internationale qui fait partie de la Banque mondiale aussi. Le projet a été l'objet d'une recherche de World Animal Protection qui a permis de montrer les différents dégâts causés par cette entreprise, en particulier en Zambie. Et donc, ce qu'on voit à partir de cette recherche, c'est que l'entreprise a été connectée à des méthodes de commerce injustes, de la viande contaminée, des comportements anticompétitifs, notamment sur le contrôle des prix, donc qui est acheté par l'entreprise auprès des fermiers, mais aussi les prix de vente aux fermiers. C'est aussi lié à des déplacements de population locale, à au fait de brûler des espaces communautaires et de réduire l'accès à l'eau des communautés. Et donc, c'est quelque chose qu'on voit dans le cas d'une entreprise qui a été financée au moins 2 fois par des banques internationales de développement. Et donc, un deuxième exemple, je vais dire ça rapidement, euh, juste avant de passer à cela, c'est que c'est important de dire que le mois prochain, on espère que donc cette situation en Zambie sera publiée dans un rapport de World Animal Protection. Je vais maintenant vous parler d'un projet qui est en Ouganda et qui est en train de s'étendre au Kenya. Et donc, en avril cette année, en tant que campagne, on a écrit à l'IFC, pardon, en partenariat avec les organisations d'Afrique de l'Est. Donc, on a vu qu'il peut y avoir des impacts en matière de biodiversité avec ces questions de pâturage, de bovins et de perte de savoir traditionnel avec des modifications génétiques sur ce bétail également, avec des contrats aussi qui sont justes dans le travail de cette entreprise laitière. Et donc, dans cette situation, comme dans beaucoup d'autres situations, donc, on soulève ces questions auprès des banques de développement et on est prêt à construire les bases de données et les relations. Et donc, on se rapproche euh, de la direction et des gestionnaires de la banque pour essayer de leur montrer que ce ne sont pas des projets où ils devraient être en train d'investir leur argent. Et finalement, on travaille aussi sur une opération de volaille qui est liée euh, donc qui devrait se faire au Kenya. Et donc, on travaille avec des organisations locales qui comprennent le contexte agricultural, le contexte agricole local, notamment dans une situation de désertification. Donc, avec ces personnes avec qui on discute, on essaye d'explorer ensemble comment est-ce qu'on veut répondre à ce financement de projets de volaille. Et essayer aussi d'expliquer quel type d'agriculture, on voudrait voir quel type d'agriculture les organisations agricoles de Mauritanie voudraient voir se développer. Et je voudrais dire bienvenue à Oudou et Mohamed qui ont rejoint l'appel aujourd'hui. C'est vraiment chouette d'être ensemble et d'être en contact. Donc voilà, c'était juste quelques exemples sur la façon dont on travaille et la façon dont on identifie ces projets qui sont dangereux. Et donc, on essaye de construire une base de preuves à la fois pour communiquer auprès des communautés, pour dire qu'est-ce qui peut arriver en lien avec ces projets, et puis d'un autre côté, pour discuter avec les banques de développement, pour leur dire que ce ne sont pas le type de projet qui devrait être soutenu.
Et donc, on veut continuer. Et dans le cadre de cette campagne, l'idée, c'est de construire une compréhension profonde des différents contextes locaux et de voir comment est-ce qu'on peut mieux souvenir des méthodes et des pratiques qui soient égalitaires et plus appropriées en termes de genre, en termes culturels et en termes environnementaux, beaucoup mieux que ces techniques industrielles. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup et je serai très heureuse de répondre aux questions s'il y en a. Merci beaucoup, Andrea et Kezia, pour vos présentations très pratiques avec des exemples précis. Donc, on voit notamment effectivement que la Banque mondiale, à travers l'IFC, investit dans l'élevage industriel en Afrique. Donc, c'est effectivement dangereux pour les communautés en Afrique. Et en même temps, sur les questions de changement climatique, on voit que on a le fonds euh, pour les pertes et les dégâts de la Banque mondiale. Et en même temps, donc, il y a ces actions contradictoires avec ces projets qui mettent en danger l'action climatique. Donc, il faut être très prudent et voir comment est-ce qu'on peut aborder ces questions et aborder ces projets de bétail en Afrique, en Ouganda, en Tanzanie, en Zambie. Je pense qu'il y a beaucoup à faire. Et maintenant que j'ai dit cela, je voudrais dire à nouveau merci aux personnes qui ont fait les présentations. Donc, camarade Mohamed, euh, pardon, Mohamed, le camarade Oubrejo, Madame Claire, Kezia et Andrea. Donc, j'invite les participants et les participantes à prendre la parole, s'il vous plaît. J'ai déjà vu quelques questions sur le chat. Il y a une question à Oubrejo et il y a un peu d'autres questions. Je pense que donc les présentateurs et les présentatrices peuvent répondre à ces différentes questions. Et donc, on peut aussi recevoir d'autres questions. Qui est-ce qui voudrait commencer? Donc, j'ai déjà une question qui peut peut-être euh, être posée à tout le monde, enfin toutes les personnes qui ont fait des présentations. Donc, si on regarde l'élevage traditionnel, dans la majorité des pays africains, c'est déjà présent. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? C'est une question provocatrice. Est-ce que vous pensez que ce serait suffisant pour nourrir les gens en Afrique ou est-ce que vous pensez que ça devrait être modernisé? Et quelle serait l'alternative qui devrait être promue par les gouvernements africains face à l'élevage à grande échelle? C'est quoi l'alternative que vous proposez? C'est une question provocatrice. Donc voilà, je voudrais entendre un peu tout le monde là-dessus. Merci beaucoup, camarade. J'aimerais bien répondre à ça. Cette question, c'est une question provocatrice, comme tu dis, et souvent, j'entends des questions qui vont dans ce sens avec un peu cette idée de est-ce que l'Afrique peut se nourrir elle-même? Euh, et donc, nos peuples ont non seulement la capacité de se nourrir, mais la capacité de nourrir d'autres personnes. Le seul défi qui existe,
c'est on n'arrive pas à profiter des opportunités qui viennent des systèmes traditionnels d'élevage. Par exemple, je n'ai pas mentionné que les familles dans les communautés rurales, la majorité d'entre elles, la majorité des ménages ont du bétail. Et donc, on voit aussi beaucoup de ces personnes dans les marchés. Donc, ces gens-là n'ont pas besoin d'encouragement à produire plus. On n'a pas besoin d'entreprises qui prennent cet espace. Parce que ce qu'on voit jusqu'à maintenant, c'est que la nourriture qui est produite par les grandes entreprises n'est pas utilisée sur place, mais c'est exporté en fait. Donc, l'idée, souvent, c'est que ces entreprises exportent les produits qu'elles font en Afrique. Et que les gens qui utilisaient des produits traditionnels qui ne peuvent plus produire sont en train d'être affamés. Donc, on a besoin d'assurer qu'il y ait des services au niveau local, des services ruraux pour soutenir la production traditionnelle. Les gens ont besoin de bonnes routes pour pouvoir transporter leurs produits vers les marchés. Mais parce qu'ils n'ont pas accès à ces marchés, ils ne peuvent pas vendre leurs produits parfois. Et donc, les personnes dans les communautés rurales sont parfois incapables de se nourrir alors qu'ils sont en train de nourrir d'autres personnes avec leur production. Alors, merci beaucoup pour cette réponse, docteur Mohamed. Est-ce que vous souhaitez partager quelque chose? Est-ce que vous souhaitez répondre à la question qui a été posée? Je vois qu'il y a également dans le chat une question de Oudou Sall qui demande en tant que défenseur de l'environnement, comment faire pour sensibiliser les États, les communautés, Bonjour, les Fanny. bailleurs et opérateurs privés dans les études d'impact environnemental et social à l'égard de l'agriculture et l'élevage non durable et quelles approches pourraient être adoptées. Ouais, je peux m'intervenir, Mohamed, oui, ok? allez-y. Euh, Est-ce que vous pouvez me rappeler, me dire la question exacte pour ne pas être hors sujet? Quelle est la question exacte posée euh, sur ce sujet? Oui, bien sûr. Donc la question était, en regardant l'Afrique dans son ensemble, pensez-vous que l'élevage traditionnel serait suffisant pour alimenter les personnes ou pensez-vous qu'il est nécessaire d'avoir un élevage à grande échelle en Afrique? Donc c'est une question un peu provocatrice, évidemment. Oui, absolument, oui. Oui, c'est une très bonne question. Euh, en réalité, si tu veux, en réalité, pour euh, combattre et lutter contre les impacts du réchauffement climatique, du changement climatique, il faut absolument changer de paradigme. Il faut que, c'est-à-dire le comportement doit changer. Il faut laisser la voiture et marcher à pied. Et il faut manger des bio et laisser. Il faut absolument changer de paradigme. Et donc, si on arrive à changer le paradigme, l'élevage traditionnel peut nous servir et peut répondre aux besoins de la population. Mais ça ne va pas venir de l'heure au lendemain. Il faut absolument des années et des années.
mais il faut qu'on commence dès aujourd'hui. Il faut maintenir l'élevage traditionnel, essayer de le développer d'une façon moderne, mais qui soit loin de l'élevage extensif actuel. Et donc, il faut une autre approche. C'est une nouvelle approche de développement qu'on doit élaborer. On doit penser à une nouvelle approche pour que notre planète soit habitable. Sinon, si on continue comme ça, dans 50 ans, notre planète ne sera plus habitable. Donc, pour répondre à cette question provocative, entre guillemets, c'est absolument le changement de paradigme. Merci beaucoup. Et je vous souhaite bonne continuation parce que j'ai une autre réunion qui commence maintenant. Merci. Merci à tout le monde, merci à l'équipe. Bon courage. Merci beaucoup, docteur Mohamed. Je vois que Maïmoni également doit nous laisser pour une autre réunion. Donc, merci encore. Et nous avons toujours Kezia, Andrea et Madame Claire pour continuer cette discussion. Alors, Kezia, eh bien, merci beaucoup de nous avoir partagé ces informations. Si l'on regarde ce que la Banque mondiale ou d'autres organisations financières internationales font aux communautés du Sud global, si l'on regarde aussi ce qu'il se passe en Amérique latine, ce qu'il se passe en Afrique, ce qu'il se passe en Asie, à cause des financements donnés par ces grandes banques de développement, quelles seraient les stratégies que vous pourriez proposer pour contrer ces projets, pour lutter contre cela? Par exemple, pour contrer le projet en Zambie, en Afrique de l'Est. Alors, quelles seraient les stratégies qui, selon vous, pourraient être mises en place? Et en tant que GFC, Coalition Globale des Forêts, comment faire? Que faire? Waouh, ça c'est une question très ample. Je ne crois pas que j'ai une réponse claire et directe. En tout cas, je pense qu'il y a de nombreuses pièces à ce puzzle. Bien entendu, la campagne pour mettre fin au financement de l'industrie, de l'élevage industriel, est une de ces pièces. Dans cette campagne, nous essayons, et dans nos stratégies en général, nous essayons vraiment de voir quels sont les projets proposés par la Banque mondiale et autres banques de développement et y apporter des alternatives. Et à notre manière, nous essayons de dire non à ce type de prêt, de montrer nos préoccupations et de nous organiser pour vraiment avoir une voix au niveau international. Et également connecter cette campagne aux personnes sur le terrain, à ceux qui luttent dans les communautés et principalement les communautés affectées. Et cela est vraiment un travail de longue haleine. Nous n'en sommes qu'au début, bien entendu. Et il est nécessaire de construire ces mouvements dans les forums internationaux. Bien entendu, nous partons depuis les voies locales, mais nous avons besoin de les faire entendre au niveau national. Et nous essayons également de révéler comment le pouvoir des finances internationales agit et vraiment de révéler le pouvoir qu'il y a derrière.
Et vraiment deux choses importantes, je pense. La première chose, c'est de raconter de nouvelles histoires. Nous avons besoin de voix fortes qui racontent des histoires différentes à celles qui sont diffusées par l'agriculture industrielle et les multinationales. Et les multinationales nous font croire qu'il faut utiliser des fertilisants, qu'il faut utiliser des produits chimiques pour améliorer les rendements, pour nourrir le monde. Et nous devons vraiment montrer que cela est une histoire et qu'il y a d'autres histoires. Et l'autre point, c'est de continuer à recueillir des preuves qui vraiment peuvent parler à différents groupes en fonction des langages de chacun. Ce n'est pas la même chose de parler au gouvernement que de parler aux communautés. Donc nous essayons ici de construire des histoires qui sont ciblées. Et le plus nous pouvons travailler de manière collective, plus cela aura des impacts. Merci beaucoup, Andrea. Ta main est levée. Oui, merci beaucoup, Kwame. Merci, Kezia. Je vois qu'il y a aussi une question de Madame Claire. Alors, nous savons qu'il y a un grand scepticisme sur la Banque mondiale, mais une autre question est aussi de savoir si les femmes en Afrique pourraient, d'une certaine manière, être bénéficier de certains de ces prêts pour soutenir la production des femmes en Afrique. Et je serais ravie d'entendre votre point de vue là-dessus, Madame Claire. Oui, alors merci pour cette question. C'est important de vraiment réfléchir à cela et depuis la vision des femmes. Alors, un des grands problèmes est qu'il n'y a pas assez d'informations concernant la manière de faire les choses. Alors, il y a des organisations de femmes qui travaillent là-dessus, qui travaillent également sur l'élevage familial. Et c'est un élevage qui est vraiment pensé pour nourrir les gens de la communauté, les familles de la zone. Le problème est le déséquilibre ici, et dans certains endroits cela est développé, dans d'autres pas du tout. Il faut donc vraiment réunir plus de personnes qui travaillent, qui soient engagées auprès de l'élevage familial pour vraiment canaliser ces financements. Mais vous savez, ces grandes banques, les organisations gouvernementales, en général, n'ont aucune idée d'où se trouvent les personnes, n'ont aucune information sur qui travaille vraiment à l'élevage familial. Et il y a ici donc vraiment un problème de communication, d'information. Il est donc nécessaire que les informations circulent, que les personnes s'organisent. Et aussi, cela va dépendre du développement du pays. S'il n'y a pas de route ni de transport, cela rend les choses plus difficiles. Et c'est là le travail du gouvernement de développer, ou en tout cas de proposer un développement qui soit en faveur des personnes. Les personnes ont besoin d'informations, ont besoin d'avoir accès à certains services pour pouvoir développer ce type d'élevage familial et de vraiment promouvoir ce type d'élevage dans les campagnes également. Merci beaucoup, Madame Claire, pour cette réponse. En effet, le défi auquel les femmes font face doit vraiment être pris en compte. Je suis sûre que Madame Claire a également des stratégies sur comment lutter contre ces défis en Afrique. Madame Claire, peut-être que vous pourriez nous parler un peu de ces stratégies et de quelle manière aider les femmes face à ces défis.
De quelle manière assurer que les femmes puissent continuer à soutenir la vie dans les communautés et soutenir cet élevage traditionnel? Donc, si vous pouviez voilà, nous parler un peu de comment aider les femmes à faire face à ces défis et également comment les répliquer à d'autres endroits. Oui, bien sûr, les femmes ont définitivement besoin de ces stratégies. Euh, Par exemple, ici, il n'y a pas de voie de communication qui nous permettent de partager les informations, mais ces femmes doivent se réunir, elles doivent travailler ensemble, elles doivent partager les informations et les savoirs euh, concernant l'élevage traditionnel. Donc, les femmes devraient créer des associations pour qu'elles puissent se réunir, pour qu'elles puissent s'informer entre elles et vraiment entre elles élever cette conscience, partager leurs idées. Il y a donc ici un besoin très important pour les femmes de se regrouper, de travailler ensemble et aussi de produire ensemble pour qu'elles puissent améliorer leur manière de faire, qu'elles puissent aussi accéder à de nouveaux savoirs concernant donc l'agriculture et l'élevage dans leur communauté. Nous avons besoin d'associations de femmes éleveurs qui vraiment trouvent des moyens de partager leurs stratégies et d'aller de l'avant. Nous avons également le problème des pays, au niveau du pays. C'est-à-dire que les gouvernements investissent beaucoup dans l'agriculture et l'élevage, mais ces investissements ne vont jamais dans les mains des femmes. Pourtant, elles sont là. Et donc, les États devraient travailler avec les femmes pour qu'elles puissent continuer à contribuer au développement du pays. Donc, il me semble que les États doivent continuer à travailler, à investir dans ces associations de femmes. Merci beaucoup. En effet, la création de réseaux, le partage d'informations sont des éléments clés de ces stratégies. Et donc, les femmes, en travaillant ensemble, en partageant leurs expériences, pourraient faire face à ces défis. Merci beaucoup, Madame Claire. Nous avons encore 5 minutes s'il y a d'autres questions de la part du public. Et sinon, eh bien, je peux peut-être laisser la parole à Andrea avant donc de fermer ce webinaire. Andrea, est-ce que tu souhaites prendre la parole? Alors, je regardais s'il y avait d'autres questions dans le chat. Il me semble qu'il n'y en a plus, donc simplement, je voulais remercier tout le monde. C'est vraiment très intéressant d'entendre différentes voix, différentes stratégies qui ensemble pourraient construire un monde plus juste pour tout le monde, pour les peuples autochtones, pour les femmes également et pour la vie en général. Donc, j'espère vraiment qu'au travers de ces discussions, nous pourrons continuer à élaborer nos réseaux, nos plateformes. Et si vous avez plus d'informations à partager sur ces campagnes et sur donc l'élevage traditionnel, n'hésitez pas à nous les partager. Vous pouvez partager avec Kezia, mais également avec Kwame. Je sais que beaucoup d'entre vous sont plus proches de lui. Donc, merci encore d'avoir partagé vos réflexions. Merci pour tout votre travail pour donc défendre la vie sur cette planète et votre engagement auprès de la justice. Merci encore Kwame pour tout ton soutien. Ici, on l'appelle Kwame le Grand. Alors, merci encore pour tout ton travail. Merci aux panélistes d'avoir été présents.
Je sais que vous avez tous beaucoup de travail. Merci d'avoir pris le temps. Merci également à nos interprètes. Pour terminer, peut-être que Kezia, tu souhaiterais terminer sur quelques mots. Merci. Merci aussi à tous d'avoir respecté le temps de parole. Je ne voudrais pas voler à Kwame les derniers mots de ce webinaire, mais je voulais simplement donc terminer sur un remerciement. Merci de votre aide pour notre campagne de mettre fin à l'élevage industriel. Merci d'avoir partagé votre travail, vos différents contextes, et nous espérons pour l'an prochain continuer à élaborer ces réseaux, ces programmes, et vraiment consolider notre travail en Afrique pour voir comment faire face aux projets de la Banque mondiale qui sont donc néfastes à la région. Camille ou Claire, je ne sais pas, mais je souhaiterais vous laisser à vous les derniers mots. Alors, laissons la parole à Madame Claire pour ses derniers mots avant de terminer ce webinaire. Eh bien, merci tout le monde pour votre présence à ce webinaire. Je crois en effet que ce sont des informations que nous devons partager. Nous devons rendre visibles ces campagnes dans toutes les régions de l'Afrique et de vraiment avoir une vision complète pour savoir ce qu'il se passe, de connaître mieux les situations de tout le monde. Nous savons que la Banque mondiale a de nombreux projets de développement en Afrique et il est bon d'y réfléchir. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons vraiment comprendre ce qui est fait en Afrique et de voir comment développer l'agriculture traditionnelle et mettre fin à l'industriel. Merci encore à tout le monde. Merci d'avoir partagé ce temps avec nous et j'espère que nous nous retrouverons très bientôt. Merci beaucoup. Je crois que ces temps de partage sont nécessaires et en effet de pouvoir montrer à quel point l'agroécologie est la meilleure des solutions pour mettre fin à l'agriculture industrielle. Nous devrons donc partager plus d'informations sur l'agroécologie, sur l'agriculture familiale et vraiment nous informer des projets de la Banque mondiale dans le Sud global, puis partager ces informations avec les femmes, avec les jeunes, avec les organisations de la société civile pour que nous puissions tous être bien informés et de cette manière élaborer des stratégies qui vont véritablement contrer les impacts négatifs de ces projets dans nos continents. Et de cette manière, améliorer nos vies et respecter, protéger la nature. Je souhaitais donc remercier tout le monde pour ce webinaire et nous espérons vous retrouver bientôt pour vous écouter vos expériences. Merci beaucoup. À tout bientôt.